Bonjour à tous, merci d'être présents et nombreux et présents à cette table ronde. Je me présente, je m'appelle Reda Charkessi, de la stratégie et de la politique d'implantation du produit Knowledge, dont la cofondatrice vous parlera plus tard, en France. Je tenais tout simplement, dans un premier temps, à remercier l'ensemble des personnes d'avoir fait le déplacement. Je sais qu'avec tous les encombrements qu'il y a en région parisienne, ce n'est pas évident d'être à l'heure à ce type de manifestation. Je voudrais aussi remercier les personnes qui vont animer cette table ronde, en commençant par Oriane Ledroit, donc déléguée EdTech, qui a pris le lead sur EdTech, et on la remercie pour tout le travail qu'elle fait. Jérôme Grindorge, directeur adjoint délégué aux usages du numérique et d'innovation pédagogique au niveau de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, et particulièrement l'Académie de Nancy-Metz, en la personne d'Alain Sozinski, délégué académique aux ressources du numérique Grand Est, accompagné de Christine François, déléguée régionale adjointe au numérique Grand Est. On remercie. C'est une table ronde sur l'intelligence artificielle. Juste deux mots, plutôt deux chiffres. L'intelligence artificielle, c'est 2 mois, 100 millions d'abonnés. Mais pendant ce temps-là, déjà, Knowledge était en développement de sa solution. Aujourd'hui, notre solution est optimisée, en test, dans plusieurs régions, notamment sur la région de l'Est, le Grand Est, l'Académie de Nancy-Metz. Aussi sur l'Île-de-France, sur la totalité de l'Île-de-France, on a équipé l'ensemble des lycées de la région Île-de-France. Je voudrais tout simplement dire qu'aujourd'hui, on remercie l'Éducation nationale, on remercie l'ensemble des personnes actives dans ce domaine-là, et je fais un appel aux politiques. J'entends par là les conseils régionaux pour les équipements des lycées, départementaux pour les équipements des collèges, les communes et les communautés de communes pour l'équipement des écoles de premier degré. Tout simplement parce que le numérique, on en a besoin. C'est une volonté, on en a besoin. On en a besoin pour la simple et bonne raison qu'il faut suivre son temps, donner de la place aux enseignants, leur laisser du temps pour aller plus vite, plus fort, pour simplement essayer, encore une fois, de créer ou de recréer ce cercle virtuel qui existait entre l'enseignant et l'apprenant. Aujourd'hui, par cette technologie, je pense que nous pouvons y arriver. Et maintenant, de laisser la place à Nejma, la cofondatrice de Knowledge, qui va vous présenter notre solution dans le détail, et ensuite, l'ensemble des intervenants pourront prendre la parole et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Merci. Bonjour à tous. Super, vous m'entendez. Bonjour à tous, donc, je suis Nejma Belgdim, travail Léni, je suis cofondatrice de Knowledge AI et psychologue cognitiviste spécialiste des apprentissages avec les nouvelles technologies. Alors, je vais vous présenter Knowledge. Knowledge, c'est une solution à destination des enseignants et qui permet de transformer des supports de cours en activités interactives en quelques minutes. Alors, quand je dis support de cours, c'est toutes les ressources éducatives que les enseignants utilisent. Donc, ça peut être un PDF, le chapitre d'un livre, une vidéo YouTube. Quelle que soit cette ressource, on va pouvoir la mettre sur l'outil Knowledge et automatiquement générer une quinzaine d'activités interactives en quelques minutes. Alors, pour la solution Knowledge, on utilise les IA génératives qui vont permettre d'automatiser et d'accélérer considérablement le temps de conception. Et on va également venir associer à cette IA générative les sciences cognitives. Alors, quand je dis sciences cognitives, c'est un champ très vaste. Et alors, on se sert donc de la psychologie cognitive, des neurosciences. Et ce qu'on sait, ce que nous dit la recherche aujourd'hui, c'est que l'apprenant, un organisme passif, c'est un organisme qui n'apprend pas. Les pédagogies actives, ce sont les pédagogies les plus efficaces pour les apprentissages durables. Et une façon de rendre acteur l'apprenant dans son apprentissage, c'est de le mettre en interaction avec le contenu à apprendre. Et donc, avec Knowledge AI, c'est ce qu'on fait. On génère des activités qui vont mettre l'apprenant
en situation, en action avec son contenu d'apprentissage. Donc des quiz, des flashcards extrêmement efficaces pour les apprentissages. On a également des vidéos interactives. Si vous sélectionnez une vidéo sur l'histoire géo, nous allons automatiquement incruster des quiz et des mots-clés dans la vidéo et la rendre interactive. On a également des jeux, des résumés, des glossaires, et toutes les activités dont je vous parle sont faites automatiquement grâce à notre IA. Et il y a un élément essentiel dans la façon dont on a développé notre outil, c'est que l'enseignant, le concepteur pédagogique, l'humain, reste au cœur du produit. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait qu'il y a des préoccupations qui sont légitimes aussi et fortes concernant les IA, notamment des préoccupations liées à les hallucinations, c'est-à-dire proposer des réponses plausibles mais erronées. On a également la question de la paternité de la ressource. Et par ailleurs, on ne sait absolument pas d'où vient justement la source des contenus générés. En sélectionnant le contenu de source, donc la vidéo, le contenu, le PDF que l'IA va analyser, l'enseignant sélectionne la source de vérité de l'IA. Et toutes les activités qui seront générées se baseront sur cette base, sur ce contenu éducatif qui sera ensuite décliné en capsules interactives et engageantes. Donc on élimine toutes les hallucinations, on élimine toutes les impertinences, et l'enseignant peut interagir et intervenir à tout moment dans la génération et corriger tout ce qui a été généré par l'IA. Donc ici, l'objectif, c'est véritablement d'accélérer la création du contenu tout en mettant en place des pratiques pédagogiques engageantes et efficaces et proposer, in fine, des activités pour les apprenants qui vont permettre la réussite, en fait, leur réussite dans le cadre scolaire, et ce, tout au long de leur expérience d'apprentissage. Les activités qu'on génère peuvent être utilisées en amont de la classe pour diagnostiquer les connaissances des élèves, aussi en classe pour venir renforcer des notions clés, et après la classe en tant que ressources complémentaires pour venir consolider certains concepts évoqués en classe. Alors, je vais vous expliquer concrètement comment est-ce que ça fonctionne. La première étape, c'est sélectionner le contenu source. La seconde, l'IA génère le contenu, analyse le contenu pour générer des activités. Et la troisième étape, c'est la génération de packages qui vont permettre à l'enseignant de téléverser, de uploader tout le contenu sur la plateforme de son choix. Plateforme de son choix, ce sont les outils pédagogiques mis à disposition des enseignants, notamment Moodle. Sur la région d'Île-de-France, on a Elea. Donc les plateformes LMS sont complètement compatibles avec notre outil. Et ça, c'est un élément essentiel. On ne vient pas bouleverser, changer l'écosystème numérique déjà mis en place par les institutions. On se greffe à cet écosystème, et l'outil est un outil auteur. Les élèves ne viennent pas sur l'outil, c'est à destination des enseignants, et tout ce qui a été généré est compatible à 100% avec les plateformes existantes et déjà utilisées par le corps enseignant. Je vais vous faire une petite démonstration, et je vais utiliser un cas très concret pour ça. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'interface Knowledge. En parallèle de mon activité sur Knowledge, j'enseigne à l'université Paris-Nanterre et j'enseigne la psychologie cognitive. Donc j'ai sélectionné, voilà, je me suis baladée sur YouTube et j'ai trouvé cette vidéo sur les fonctions cognitives du cerveau que j'ai sélectionnée et que je vais utiliser pour générer un certain nombre d'activités. Donc j'ai sélectionné la langue, le français, ajouté le titre de mon choix. Comme vous le voyez, il y a plusieurs options de sources d'analyse. On peut téléverser un fichier ou utiliser un lien web, et c'est ce que j'ai fait, utiliser un lien YouTube avec la vidéo que je vous ai montrée. Je clique sur « Créer un micro-learning », et là, il n'y a plus qu'à attendre, boire son petit café et revenir. C'est extrêmement rapide. La première étape, c'est l'étape de transcription. Donc là, on est parti d'une vidéo, c'est un multimédia. On va venir extraire le fichier audio pour en faire une transcription qui sera ensuite utilisée
pour générer les activités. Donc la transcription, ce n'est pas la transcription YouTube, c'est une transcription qui est faite automatiquement par notre IA et qui va être la source de la génération. À la fin, ce que vous avez, c'est ça. Une librairie d'activités générées en 5 minutes. Vous avez 15 activités interactives. Et donc, on a un cours tout en un, c'est une capsule interactive qui englobe un certain nombre d'activités. Et il y a également, donc toutes les activités qu'on retrouve dans cette capsule e-learning, on les retrouve aussi de façon individuelle. C'est ce que vous voyez sur la gauche de l'écran. Donc si vous souhaitez, par exemple, exporter une vidéo interactive, vous pouvez le faire de façon individuelle. J'expliquerai un petit peu plus tard en quoi consiste la vidéo interactive, mais voilà. Toutes les activités, on a une quinzaine d'activités, elles sont toutes exportables de façon individuelle, ce qui permet aux enseignants aussi de mettre en place leur propre scénario pédagogique au niveau de leur LMS. Donc il y a énormément de flexibilité, un choix assez important d'activités qui vont permettre véritablement de faire une différenciation pédagogique et de personnaliser les apprentissages pour les apprenants. Alors une fois que ces activités sont générées, j'ai la possibilité de l'exporter en format SCORM, H5P. Donc ce sont des formats qui sont compatibles avec les plateformes. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Alors là, nous sommes sur le Moodle de l'Université Paris-Nanterre. Je suis bien dans mon cours TD Psychologie Cognitive. Ressources complémentaires, donc c'est des ressources complémentaires que je donne à mes étudiants pour pouvoir consolider leur apprentissage. Donc ça se fait en dehors de la classe, c'est pour l'apprentissage en asynchrone. Et j'ai intégré la capsule qu'on a générée automatiquement. Donc qu'est-ce qu'on se trouve dans cette capsule? Une vidéo interactive. Vous voyez là la transcription qui a été faite automatiquement. Et à partir de cette transcription, on est venu ajouter des grains d'interaction dans la vidéo. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un concept clé qui a été détecté par l'IA comme étant un concept important. Et l'IA a généré une définition à partir de ce que dit l'enseignant dans la vidéo et l'a positionné au bon endroit et au bon moment dans la vidéo. Et là, on laisse le choix à l'apprenant. Admettons que l'apprenant ne sache pas ce que veut dire ce concept. Il a le choix de cliquer, la vidéo se met sur pause automatiquement et de se pré-entraîner sur ce concept-là. On a également, en milieu de vidéo, des quiz qui ont été incrustés et qui vont venir interroger la connaissance et la compréhension de l'apprenant sur ce qui a été dit en début de vidéo. Donc l'IA comprend que il y a des choses qui ont été dites en début de vidéo. On est sur une vidéo de 5 minutes. À la 3e minute, il est peut-être intéressant, pertinent de venir poser des questions pour maintenir l'attention et puis engager l'apprenant. Encore une fois, il faut le mettre en position, en action, et c'est exactement ce qu'on fait. La question que vous voyez à l'écran a été générée automatiquement. Les distracteurs ont été générés automatiquement. Donc, quelle fonction cognitive Sophie utilise-t-elle lorsqu'elle échange rapidement de tâches après avoir accroché son téléphone? On va dire l'attention soutenue, ce qui est faux. Et c'est exactement ce qu'on veut. On a une rétroaction qui est immédiate, et cette rétroaction immédiate va permettre à l'apprenant de revenir sur sa connaissance et de la mettre à jour. Donc, on va faire émerger aussi un travail de métacognition. Qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que je ne maîtrise pas? Mettre à jour tout de suite ce qui a été compris, ce qui n'a pas été compris, et aussi proposer à l'apprenant de revenir sur le passage qui n'a pas été compris. Donc, tout est fait pour le mettre en action, le mettre en activité, tout en lui accordant une autonomie assez forte pendant son expérience. Ensuite, on a un glossaire. Le glossaire que vous voyez à l'écran, je n'y ai pas touché. Je n'ai rien fait. Ce sont des concepts qui ont été détectés automatiquement par l'IA à partir de la ressource. Et on a un glossaire très complet sur une vidéo de 5 minutes et qui vient décrypter et expliquer les notions clés du contenu d'apprentissage.
On a également des flashcards conceptuels. Flexibilité mentale, qu'est-ce que c'est? On amène l'apprenant à s'interroger, à s'auto-questionner, à générer la réponse dans sa tête, ou même de vive voix. Et c'est extrêmement efficace pour les apprentissages. Ici, il y a un véritable travail de récupération, et c'est quand on récupère qu'on consolide son apprentissage. On va venir ancrer cette trace mnésique et véritablement consolider les connaissances. Et lorsque, justement, on se trompe, on va venir corriger et mettre à jour. Voilà. On a également un quiz qui a été généré automatiquement avec les distracteurs, un glisser-déposer, des flashcards et des questions ouvertes qui vont venir interroger la compréhension. On a également un résumé avec les notions clés et un tableau de bord à destination des apprenants pour leur permettre de se situer dans leur apprentissage, de suivre leur progression, de les amener aussi dans une activité d'autorégulation et de les ramener aussi, encore une fois, à ce travail de métacognition qui est extrêmement important. On en parle énormément, mais c'est vraiment une notion importante pour les apprenants, cette autonomie, surtout à la maison, lorsqu'ils sont seuls face à un écran. Donc voilà, tout ce que je vous ai présenté à l'écran a été généré automatiquement par Knowledge. Ça a été fait en quelques minutes. On évite les hallucinations. Et il y a d'autres activités que je ne vous ai pas montrées. Il y a des jeux, et donc des mots fléchés et des mots croisés aussi disponibles à l'enseignant. Oui, on me dit d'accélérer. J'ai pris mon temps parce que je suis passionnée et je trouve que la solution est incroyable. Et donc voilà, et par ailleurs, ça c'est un élément qui est important, c'est ce que je vous disais au départ, tout va pouvoir être modifié par l'enseignant. Je vais laisser la main à... Simplement pour ajouter, à chaque instant, l'enseignant a la main sur l'outil. Donc il peut modifier une question, une définition, si celle-ci ne correspond pas au niveau de la classe, par exemple. Si c'est une classe de 6e, la définition de tel ou tel thème va être différente que si on est en classe de terminale. Donc on peut adapter le professeur à la main à chaque instant, avant et après impartation sur Knowledge. Maintenant, on va laisser peut-être la place, Nejma, à Alain peut-être. Alain Sozanski et Christine pour... Ça doit faire. Ah bon. Là? Non. Je vais peut-être prendre celui-là. Celui-ci. Alors, nous, on a eu la même démonstration au salon du BET à Londres, l'année dernière, avec Alain. Et les collègues que j'avais emmenés en délégation étaient convaincus, mais vous savez bien que les présentations entre salon et la vie de la classe, il y a un chemin à mener qui est vital. Nous, comme d'autres collègues DRAN, on a à cœur de vérifier véritablement au sein de la classe et dans les pratiques des collègues enseignants l'utilisation de la ressource. Et donc, on a l'habitude à Nancy Metz de bêta-tester, d'expérimenter, d'incuber des ressources de l'high-tech, des ressources innovantes et émergentes. C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse énormément dans nos process. Et donc, on s'est dit, banco, ça a l'air bien. Incubons, expérimentons et voyons voir pour de vrai, dans la classe avec des élèves. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a intéressés parce que c'est la première fois qu'on voyait une IA qui nous autorisait à créer véritablement des activités qui sont des activités chronophages pour les enseignants. On a souvent dit les ressources numériques doivent aider l'enseignant, l'appareiller, pour que des tâches plus ingrates, on va dire, soient faites par d'autres. Et le numérique peut être un compensateur d'activités comme dans d'autres métiers. Et c'est vrai qu'on connaît beaucoup de professeurs qui passent un temps fou à créer des activités répétitives de mémorisation, de révision, pour aider les élèves dans les apprentissages et essayer à chaque fois que possible de personnaliser ou d'individualiser au mieux pour les aider à réussir. Cette ressource-là nous semblait pertinente pour le faire avec la possibilité, comme ça a été expliqué, que l'enseignant modifie à travers une proposition de base de données d'activité. Pour tout vous dire, on a contribué sur Nancy Metz à un IFRAN qui s'appelait Metal, sur lesquels on avait déjà expertisé le fait d'utiliser l'IA pour faire des générations d'activités. C'est un projet qui s'appelle Gramex, dans le métal,
où on a travaillé avec le lauréat pour créer un algorithme qui permettait aux élèves, qui permettait aux professeurs à partir d'un texte de grammaire, un texte littéraire, de fabriquer plein d'exercices de grammaire, ce qui permettait que le professeur choisisse lui-même le niveau d'activité et que, quel que soit l'outil, en fait, on pouvait s'adapter à tous les niveaux et tous les besoins. On n'a pas pu aller au bout, même s'il y avait énormément d'attentes sur ce projet. Quand on vous a rencontré, on ne vous l'a pas dit, mais on s'est dit, tiens, c'est notre Gramex élargi à toutes les disciplines et à tous les possibles. Alors voilà, on l'a testé, Alain va vous raconter. On l'a aujourd'hui dans l'académie, dans une forme d'expérimentation. Évidemment, on est là ici pour vous dire que si vous avez besoin de retours d'usage, on vous les partagera. Aujourd'hui, on a choisi d'engager toutes les disciplines de l'académie. On a choisi des professeurs utilisateurs et non utilisateurs du numérique. Ils sont une centaine. Et l'occasion de cette table ronde, c'est de vous dire très rapidement des retours. On leur a dit qu'on témoignait aujourd'hui. On a eu un nombre énorme de retours d'expérience. Voilà, Alain va vous dire comment on les a formés, mais le jour où ils ont rencontré la ressource, ils sont repartis. C'est la première fois à ce point-là, des étoiles plein les yeux en disant « ça y est, enfin, on vient avec quelque chose qui va me soulager dans des tâches qui sont pour moi plutôt rébarbatives dans la mise en œuvre ». Juste un mot, Alain, avant. Là, vous justifiez vraiment, Christine. Je n'entends pas. Oui, juste vous justifiez, là, Christine, l'image qu'a l'Académie de Metz-Nancy sur le fait qu'elle est précurseur sur les nouvelles technologies et notamment sur le numérique. Mais encore une fois, merci. Voilà, alors on est parti au départ... Quand on a lancé l'expérimentation, on est parti sur une centaine d'enseignants. Et pour les sélectionner, on a vu avec Knowledge que c'était intéressant de s'adresser à toutes les matières, justement pour voir un retour. Et Knowledge était également intéressé de voir quelles étaient les matières les plus pertinentes dans lesquelles on pouvait utiliser l'outil. Donc on a rapidement demandé à Yann de participer et puis à notre tram. Alors dans notre tram, nous avons des formateurs, mais également... des enseignants qui ne le sont pas, mais qui sont intéressés par la thématique traitée dans le tram. Et cette année, nos trams ont pour thématique l'IA, l'intelligence artificielle. Donc tous ont été contactés, aucun problème pour trouver des volontaires. Donc on en a même eu plus que prévu en l'espace de 3 jours. Recruter 100 volontaires en 3 jours, jusqu'à présent, pour moi c'était très difficile de le faire. Là, je n'ai eu aucun problème. Je reçois encore des demandes sans arrêt, créer des comptes, mais on a négocié un nombre de crédits, voilà, et pour éviter pour permettre à nos 100 testeurs d'utiliser leurs 50 crédits chacun, on ne va pas rentrer plus de volontaires pour le moment. Mais on verra si on ira plus loin par la suite. Pour lancer l'opération, on a fait venir Nejma et Philippe, son collègue, au rectorat. Donc on a réuni également très très rapidement au début d'année, c'était pas facile à mettre en œuvre avec les contraintes de l'EAFC, les enseignants. Donc sur les 160 étaient présents, 20 connectés à distance, et chacun avait comme consigne d'amener avec lui une vidéo et un document PDF. Dans toutes les matières. Donc, Nejma a présenté concrètement le fonctionnement de la ressource. Les personnes avaient eu leur compte la veille. Voilà, donc ils n'avaient même pas encore eu le temps de générer. Enfin, certains des curieux avaient déjà généré. On avait déjà 30 crédits générés en une soirée. Le jour même, dans la présentation, après 1 heure de présentation, on a fait un petit rappel de comment fonctionnait Moodle, puisque dans le lot des 100 utilisateurs, on n'a qu'une trentaine d'utilisateurs réguliers de Moodle, les autres ne le sont pas. On a fait un petit rappel de Moodle et puis de notre base Campus Académique. On a une base de partage de pair à pair de contenu. Et on a, dans les obligations qu'on a imposées aux testeurs, c'est de partager le contenu qu'ils allaient générer avec leurs pairs, c'est-à-dire avec les autres enseignants de la discipline. De pouvoir partager du contenu. Donc le problème que se posait pour les enseignants était de trouver le bon document pour qu'ils ne gâchent pas leur crédit, puisque chacun n'a que 50 crédits à consommer. Le jour même, ils ont généré, donc, dans l'après-midi,
mercredi après-midi, ils ont généré leur premier quiz. Ils appelaient Nejma et Philippe à venir voir. Et on a eu des choses exceptionnelles. Des profs qui, en l'espace de 10 minutes, ont généré les 15 exercices, l'ont directement mis dans le cahier de texte pour permettre à leurs élèves de réviser un devoir qu'ils faisaient le lendemain. On a un collègue qui intervient à l'INSPE qui a pris un texte du ministère en format image, donc en se disant que l'intelligence artificielle n'arriverait jamais à analyser une image. Et en 10 minutes, l'analyse a été faite. Il a eu un retour exceptionnel du contenu qu'il a pu exploiter avec ses étudiants en INSPE sur un document du ministère pour retrouver les notions clés. Et puis on a des retours dans différentes matières. Donc certaines s'interrogeaient sur comment elles pouvaient l'utiliser. C'est le cas notamment de la musique, puisque l'IA va prendre les paroles, le texte, transformer le texte, créer du contenu sur le texte, mais pas sur de la musique elle-même. Et en art plastique, le problème était aussi comment peut-on générer un contenu avec une image, avec de l'image et pas du texte. Et puis on a des retours. Donc les premiers retours dithyrambiques, on a lancé l'opération fin septembre, hein, c'est-à-dire il y a 6 semaines à peu près. Hein. À ce stade, on est déjà à une consommation de 400 crédits à peu près. Certains profs ne se sont pas encore lancés. On a eu des retours là. D'autres, par contre, ont déjà consommé leurs 50 crédits en 100 à 70 crédits. Comme les crédits sont globalisés, il n'y a pas de souci. Tant qu'on a des crédits, après on verra dans la négociation sur comment on poursuit. Voilà. Et donc, là, comme Nejma m'a demandé d'intervenir, donc dans le train pour venir à Educatech il y a 2 jours, j'ai fait un appel à mes 100 collaborateurs en leur demandant de m'envoyer, enfin 100 expérimentateurs, en leur demandant de m'envoyer quelques mots, pas beaucoup, et j'ai des retours de 70-80 lignes, et je vous ai synthétisé certains retours. Alors en art plastique, si vous pouvez scanner, voilà une production qu'une collègue a faite, donc un travail qui d'habitude nécessitait pour elle de 3-4 jours de travail. Là, en l'espace de 15 minutes, l'IA lui a généré des pages de présentation d'œuvres artistiques qu'elle étudie en classe et elle génère, voilà, elle en crée de plus en plus. Donc en scannant, vous allez pouvoir en voir 3. En enseignement technique, alors on a un enseignant qui est fan, qui en est maintenant à plus de 70 usages en l'espace de 5 semaines. Hein. Il génère tous ses cours avec Moodle. Alors lui a tout testé, il a pris des documents techniques de 70 pages en PDF, en version anglaise, en version française, il a généré des quiz, des synthèses. Pour lui, c'est l'outil ultime. Ça lui fait gagner un temps fou, entre 10 heures et 15 heures de travail par notion travaillée, de temps épargné. Et puis surtout, ce que Nejma vous a indiqué, le prof à la main, le prof peut revenir, peut corriger. Mais bien sûr, il faut penser au départ, quand ils génèrent le document, de bien relire la transcription. Et certains, c'est une étape qu'ils ont laissée de côté, qu'ils ont oubliée. Mais il faut bien relire la transcription, puisqu'on corrige dans la transcription, puisque les exercices sont générés à partir de la transcription. Si un mot est mal orthographié, derrière, il peut y avoir des erreurs également dans les notions qui vont être recherchées. En histoire géo, on a de très très bons retours, que ce soit en collège ou en lycée, de la part des enseignants, en utilisation de vidéos interactives ou de quiz. Et on a même en lycée des collègues qui l'utilisent en tant qu'outil de RCD pour préparer un cours quand ils vont faire des formations à l'extérieur. Ils préparent leur cours en amont, en injectant en vidéo, les exercices interactifs sont générés. Et les surveillants prennent en charge la classe pendant que le professeur va former pour la DAN dans un autre établissement d'autres collègues. Après, on a d'autres tours, si vous pouvez passer à la diapo suivante, où les tests sont un peu plus problématiques, mais là on est en échange avec l'équipe de Knowledge pour avoir des petits retours à ce sujet et des améliorations à apporter. Alors, ça concerne essentiellement l'anglais, mais l'anglais pas au niveau lycée, c'est plutôt le collège. Puisqu'en collège, on part sur des textes courts. Et l'IA a besoin de textes longs, de plus de
de 500 caractères, c'est ça? Plus de 500 caractères, effectivement. Voilà. Et sur les textes courts utilisés au collège, il n'y a pas assez de textes, donc l'IA ne prend pas l'analyse et les collègues ont un peu plus de mal à trouver les textes sur lesquels travailler. Et puis certaines notions des textes ou des vidéos utilisées par les enseignants ne sont pas prises en compte par l'IA dans un premier temps, mais là c'est une amélioration qu'on va demander à l'équipe de Knowledge de mener. C'est notamment toutes les questions de repérage, la nature, la source, l'analyse du titre, mais également l'image. Les images, ce qu'apporte l'image en plus du texte. Cette partie-là peut être améliorée. En maths, là, on a des soucis avec tout ce qui est formule mathématique. Et puis, comme je suis documentaliste, alors les documentalistes, nous, on a un peu plus de soucis parce que Knowledge fait le travail que le documentaliste demande à l'élève de faire et tout le travail de décryptage qu'on fait avec l'élève, du coup, c'est l'IA qui le fait à notre place. Et alors, pour le moment, on a un peu plus de mal à savoir comment l'utiliser. On trouve des pistes. On trouve par contre que la transcription est excellente des documents qu'on soumet. On a le choix de générer un nombre d'exercices qu'on souhaite. Dans le lot, nous, on a choisi d'en prendre beaucoup pour pouvoir sélectionner les exercices qu'on trouve les plus pertinents. Donc certains exercices ne nous paraissent pas être pertinents, on les écarte. On garde ce qui nous paraît être le plus intéressant. Et Knowledge nous fait gagner un temps fou sur cet aspect-là. Aujourd'hui, le numérique, pour nous, c'est vraiment un outil qui doit aider aux transformations des pratiques pédagogiques. Alain Zozanski vous a montré de façon extrêmement précise comment les collègues sont en train d'utiliser, d'un point de vue méta, dans ce qu'on peut accompagner. C'est qu'on voit bien que c'est utilisé sur les classes inversées, c'est utilisé aujourd'hui comme outil de révision, comme outil aussi dans la voie professionnelle. Aujourd'hui, il y a un gros enjeu pour les collègues de la voie professionnelle sur tout ce qui est lié à la documentation technique pour renforcer le travail dans les plateaux techniques. Donc on voit bien qu'on est dans une ressource qui aide à accompagner les transformations des pratiques. Et en même temps, par le retour d'usage qu'on vous a montré de façon exhaustive, on n'est pas non plus à fermer les yeux sur une ressource, on réfléchit, et c'est là où un partenariat est intéressant, on réfléchit pour vous remonter les besoins. L'IA, on le sait, offre un cadre pertinent d'exploitation, et on en rencontrera les limites comme toute autre technologie. Et l'idée, c'est de travailler avec les collègues des entreprises pour voir comment on continue à améliorer pour pouvoir répondre aux besoins des collègues là où ils en ont besoin. Il ne s'agit en aucun cas de se substituer à l'activité du professeur, mais bien d'appuyer le collègue pour qu'il puisse avoir plus d'attention sur une plus-value pédagogique que lui-même amène. Des perspectives quand même que je vous souligne. La première chose, c'est qu'on a évoqué le gestionnaire d'accès aux ressources très rapidement, puisque c'est vraiment un cadre de confiance dont on a besoin, le fait que ça rentre bien dans les usages des environnements numériques de travail, qui est la culture des académies. Le deuxième point, les perspectives qu'on voit nous au niveau du rectorat, c'est la formation continue. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore expérimenté avec vous et qui est apparu comme une opportunité. S'il y a des collègues inspecteurs ou formateurs, on a souvent beaucoup de ressources autour de vidéos de pratiques d'usage sur lesquelles on fait réfléchir les collègues pour de l'observation de pratique. Mais pour le moment, on n'a pas créé d'activité autour de cela. On se dit que ça vaut le coup d'essayer d'expérimenter pour qu'il y ait plus d'engagement de la part de l'enseignant au moment de la découverte de cette vidéo. Donc ça, c'est des pistes qu'on veut expertiser, oui. Donc en fait, aujourd'hui, nous, notre témoignage, c'est simplement de vous dire, voilà, on fait du recueil de pépites, on observe, on se dit c'est bien, on teste, on expérimente, on valorise et ensuite on mesure les impacts. Il va y avoir des questionnaires qui vont être fournis aux élèves pour qu'ils nous fassent retour de la façon dont ils accueillent eux-mêmes les activités de découverte, de quiz qu'on leur propose. Et puis le dernier point en pilotage, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait de pouvoir agréger dans une plateforme Moodle, donc une plateforme fermée, sécurisée, toutes les ressources générées qui vont pouvoir être mutualisées au niveau de l'académie, puisqu'on utilise un jeton. Le jeton ensuite est archivé dans un endroit de mutualisation académique et va être mis au service des autres collègues professeurs de la discipline. Donc ça, c'est quand même très intéressant à expertiser. Après, il y a un travail avec les autres entreprises EdTech, je passerai le relais, sur les droits d'auteur, la question de comment on se saisit de ressources, comment des partenariats peuvent exister autour de ressources disponibles par le ministère.
Donc il y a tout un chantier qui s'ouvre à nous autour de l'IA, d'où cette table ronde, et de vous faire un point de situation à 6 semaines de déploiement d'expérimentation. Merci beaucoup Christine. On a évoqué pas mal de sujets. Merci beaucoup Alain pour ce retour très complet qu'il a réussi à collecter en quelques jours. On a évoqué la question de l'adoption, de l'acceptation et aussi le sujet de la substitution, des transformations au niveau des métiers. Et j'aimerais laisser la parole à Jérôme à ce sujet qui est aussi dans le secteur, dans le métier, qui est confronté à ces questions-là. Oui, merci tout d'abord pour cette invitation. Et juste en préambule, juste vous dire le bonheur que j'ai à être ici entre un écosystème EdTech qui accélère de façon incroyable les promesses éducatives anciennes sur la personnalisation de parcours et à ma gauche ici une pépite qui permet vraiment de changer le game, si vous me permettez cette expression, au niveau de l'accompagnement des usages pédagogiques. Il est toujours intéressant de savoir de où on parle. Donc, je suis le directeur des usages numériques et l'innovation pédagogique pour l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Et nous avons pris dans les dents, comme tout à chacun, en novembre 2022, l'utilisation par des usagers, cette fois-ci estudiantins, de l'utilisation de ces IA génératives. Et donc, je m'occupe particulièrement de collègues ingénieurs pédagogiques dont la principale mission sur le périmètre de leur activité est d'accompagner justement les enseignants à ces nouveaux usages numériques et sur le mythe du remplacement éventuel souvent entendu sur des outils comme ça qui viendraient finalement remplacer tout un tas d'activités et de secteurs métiers. Je peux vous assurer que lorsqu'on a commencé à tester Knowledge au sein de l'équipe, rapidement, et c'est un petit peu le point de vue que j'avais envie d'apporter aujourd'hui lorsque Knowledge m'a invité à cette table ronde, c'est comment, dans une perspective RH, lorsque votre principal métier est d'accompagner les enseignants sur ces nouveaux usages numériques, lorsqu'un outil comme ça arrive, qu'est-ce que ça crée en termes de recevabilité au niveau de l'outil? Et je pense que, à entendre remplacement, je pense qu'il y a un M de trop, et il s'agirait plutôt de replacer finalement les activités, ceux pour lesquels les ingénieurs pédagogiques ont été recrutés. À écouter l'expérience de Nancy Metz, on voit bien que finalement le cœur du sujet est de toujours adresser un nouvel écosystème pour les apprenants, leur permettant d'aller sur des granularités un peu plus fines, mais le temps attribué aux enseignants pour justement aller sur cette production de contenu est souvent limité. Je suis à l'université, donc on a 14 000 étudiants, entre 600 et 700 enseignants-chercheurs, sur des problématiques aussi diverses que des sciences de l'ingénieur, que l'activité artistique, que des sciences et sciences humaines. Et vous comprenez bien que sur les activités principales d'étudiants, sur la résolution de problèmes, sur leur capacité créatrice, sur la compétence liée à la dissertation, sur leurs engagements à la cartographie de la controverse, lorsque des sujets de l'IA arrivent, on est ici sur un changement d'asymétrie. C'est la première fois que nous constatons que les usages des étudiants dépassent l'acculturation des enseignants. Et le premier réflexe qu'ont eu pas mal d'enseignants, c'est d'interdire cet usage-là, parce que finalement, le temps nécessaire à reconditionner l'alignement pédagogique entre voilà les connaissances que j'enseigne et voilà ce que je vérifie en fin de compte, il y avait quelque chose qui venait percuter cet alignement et qui est nécessaire aujourd'hui pour nous à accompagner sur l'appréhension de ces nouveaux outils. Donc on a testé Knowledge depuis maintenant quelques semaines. Je vous parlais de M de trop, c'est-à-dire le replacement des ingénieurs pédagogiques sur leur cœur de métier, parce que les ingénieurs pédagogiques sont souvent sollicités pour les enseignants à la fois sur les impacts sur la scénarisation, mais un nombre d'heures assez conséquentes les amène également à les accompagner sur la médiatisation de contenu. Et donc vous comprenez bien que sur les promesses liées à la personnalisation de parcours, les promesses liées au learning analytics, vous savez, ces traces d'apprentissage laissées sur nos écosystèmes numériques qui permettraient, et c'est la promesse un petit peu tenue,
de pouvoir détecter des styles d'apprentissage, de pouvoir à un moment donné avancer sur la prédiction de sortie de route ou alors de validité de parcours. Quand bien même vous êtes sur ces sujets de promesses de Learning Analytics pour pouvoir accompagner et personnaliser les parcours, vous avez tout de suite une réponse sur les Teaching Analytics. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que les enseignants qui disposent aujourd'hui d'un outil d'alerte sur une possibilité de sortie, quelle est la réponse du coup que peut avoir un enseignant sur les styles d'apprentissage? Quand vous rencontrez une solution comme Knowledge, vous arrivez finalement à une réponse potentielle sur une augmentation de la granularité des contenus à proposer. Lorsque vous êtes enseignant et que vous avez, pour certaines années, une forme d'habitude à livrer un contenu qui n'a pas trop changé, et qu'on vous met un outil de Learning Analytics et de portfolio permettant de détecter les natures des apprentissages et les profils d'apprentissage, c'est bien beau d'avoir ces alertes-là, mais quelle est la réponse? Quelles sont les réponses possibles à apporter? Et quand vous avez un outil comme Knowledge, ça permet de satisfaire ce temps de crise, justement pour pouvoir répondre à cette diversité de propositions de contenu. Je m'amuse souvent avec les IA parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant que de confier à quelque chose qui est artificiel des résultats d'intelligence collective. À l'écoute de ce que Nancy Mess vient de vous proposer, vous voyez bien que à partir du moment où cet accompagnement est plutôt bien atterri sur des écosystèmes d'apprentissage et de RH, on arrive à monter en puissance sur toutes ces notions-là. Il y a un truc qui est intéressant souvent, et j'entendais Nejma parler tout à l'heure d'hallucination, et comme si l'hallucination était quelque chose qu'il fallait mettre de côté. Moi, je trouve que c'est plutôt l'inverse. Il suffit de regarder dans l'histoire quels ont été les régimes de création et de nouveauté. Et quand vous regardez un peu qui a créé ça, qui a fait ces éléments de rupture, je peux vous assurer que les personnes étaient souvent dans des états hallucinogènes. Merci. Je passe la parole à Oriane. Oui, merci ouais. Jérôme pour ça. Alors, je peux faire un cours sur la naissance du web. Alors, Oriane, on a la chance d'avoir Oriane avec nous aujourd'hui qui représente Tech France et qui a rencontré aussi le ministre de l'Éducation très récemment. Et alors, avez-vous discuté IA et quels ont été justement les échanges autour de l'intégration, l'application de l'IA aujourd'hui à l'éducation et l'intégration aussi des EdTech comme la nôtre dans cet écosystème et dans l'éducation nationale? Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Bravo à la fois à l'équipe de Knowledge et l'académie de Nancy Mess et évidemment l'université polytechnique, pardon. Parce qu'en fait, vous avez... ce qui est intéressant, c'est que là, ça fait 45 minutes que vous êtes rentré dans le concret de ce qu'apporte l'intelligence artificielle. On entend beaucoup de choses, des peurs un peu paniques personnelles sur ce sujet-là, des discours très rassurants, mais parfois assénés par le haut ou à partir desquels on n'a pas forcément de preuves concrètes. Et là, je pense que vous avez vraiment présenté un certain nombre de pensée produit, c'est-à-dire ce que vous imaginez à Knowledge, pourquoi vous l'imaginez, d'où vous partez aussi, ton parcours est intéressant, Nejma, en la matière, et puis les applicatifs concrets. Rapidement, EdTech France, c'est l'association de la filière de la EdTech, donc je représente les entreprises qui utilisent le numérique pour l'éducation, pour l'éducation et la formation professionnelle. On a des entreprises qui interviennent sur la formation aussi tout au long de la vie. Et en fait, un de mes rôles, c'est effectivement d'aller porter la voix de la filière auprès des institutions. Pourquoi ? Parce que dans plein de sujets d'industrie, dans plein de sujets qui sont en adhérence, en lien avec les politiques publiques, les pouvoirs publics, que ce soit au niveau national mais aussi au niveau territorial, ont besoin d'avoir des discussions régulières avec des entreprises, avec des filières qui sont constituées comme telles, qui sont structurées, qui sont organisées pour défendre un certain nombre d'évolutions qui sont en faveur du secteur sur lequel elles sont positionnées, et là en l'occurrence en faveur des enseignants.
La discussion qu'on a eue avec le ministre, sans trahir les propos qu'il a tenus, je pense qu'on peut réduire à 3 points majeurs. La première, c'est qu'il y a une conscience très partagée, très partagée et très diffusée de la puissance de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans l'éducation et dans plein d'autres pans de notre vie. Mais dans l'éducation, c'est son sujet, c'est notre sujet, ça tombe bien. C'est vraiment clé. Vous l'avez montré, je ne reviens pas dessus, mais pour les enseignants en termes de déchargement d'un certain nombre de tâches chronophages, en matière aussi de différentialisation des apprentissages, de prise en charge des publics, des besoins, pardon, des enfants à besoins spécifiques, etc., on n'a rien d'aussi puissant. Et aujourd'hui, on parlait d'adaptative learning, de mesures de l'apprentissage et d'adaptation de ces contenus-là aux compétences, aux facilités, aux difficultés. Aujourd'hui, c'est un chiffre que vous connaissez mieux que moi, ou en tout cas que vous connaissez tous dans cette salle. On a 100 000 décrocheurs en France. 100 000 décrocheurs avec une prévalence des enfants qui sont... des élèves, pardon, qui ne maîtrisent pas ni l'expression écrite, ni au sens écriture et lecture de la langue française, qui est clé aujourd'hui en France. Eh bien, en fait, l'IA, c'est aujourd'hui un outil clé pour accompagner par justement des contenus différenciés, des exercices différenciés, même presque une attention différenciée à ces profils qui sont différents dans les classes. C'est un outil qui est inédit. Et donc, quand on constate ces 100 000 décrocheurs chaque année, on peut considérer qu'on aurait tort de s'en priver. Donc, premier point, la puissance, elle est inédite. C'est sans doute une bonne chose, c'est-à-dire qu'on a une opportunité face à nous et on est capable de s'en saisir parce que Knowledge le montre, il y a d'autres entreprises qui le montrent au quotidien. On a des solutions en France, françaises, qui sont très performantes en la matière. Deuxième point, l'urgence, double urgence. Urgence d'avoir des entreprises qui sont encore plus performantes, avec des entreprises basées en France, sur des modèles de langage qui sont français, donc une souveraineté française, et qui, au quotidien, par des retours d'expérience, justement parce que y a des expérimentations qui sont créées, il y a des enseignants qui s'approprient, qui font des retours et qui permettent d'améliorer les produits. On a vraiment besoin d'être les meilleurs sur le marché et de mettre à disposition dans les mains des élèves et des enseignants les meilleures solutions françaises. Donc une urgence en la matière. Une deuxième urgence, c'est l'embarquement des enseignants, donc leur formation, leur capacité à s'en saisir, à mettre au service de leur liberté et de leur pratique pédagogique. Évidemment, moi j'ai aucun entrepreneur, et je dis pas ça par flagornerie sur cette table ronde, j'ai aucun entrepreneur qui imagine une solution EdTech pour remplacer un enseignant. Ils vont répondre à des besoins criants, qui sont des besoins sociétaux. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs de la tech qui sont des anciens enseignants qui ont été confrontés à des réalités terrain qui sont criantes, que ce soit sur l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage des mathématiques, l'apprentissage de l'écriture et bien d'autres choses encore, ou aussi même qui ont une analyse d'ailleurs de la façon par laquelle on apprend, comme Nejma. Et donc vraiment cette volonté d'être au service de cette performance éducative et donc de la capacité des enseignants à répondre aux besoins de leurs élèves. Donc une double urgence, hein, vraiment sur la capacité de la France à se doter des meilleurs outils, des meilleures entreprises en la matière, et la capacité à former, accompagner et sans doute faire un peu évoluer le rôle de l'enseignant dans cette transformation, mais pour mettre l'IA au service des enseignants. Troisième point, et je m'arrêterai là, nous, il y a quelque chose il y a un sujet sur lequel on est très actif et qu'on attend avec beaucoup d'impatience côté ministère, c'est un contre-ressource, c'est-à-dire une capacité pour les enseignants à acheter les solutions numériques dont ils ont besoin. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, et vous le savez pour ceux qui sont enseignants ou qui sont dans le monde de l'éducation,
Soit c'est l'État qui va acheter, soit c'est les collectivités qui vont acheter pour les écoles dont elles sont responsables, soit c'est parfois des enseignants qui vont, pardonnez-moi l'expression, se démerder avec leurs deniers personnels pour acheter des solutions dont ils ont besoin. Aujourd'hui, c'est pas satisfaisant parce que finalement, quand c'est l'État, ça peut être concerté avec les enseignants, mais parfois ça ne l'est pas. Quand c'est les collectivités, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça peut être concerté avec les enseignants, mais parfois ça ne l'est pas. Or, et vous l'avez très bien montré, ce sont les enseignants qui sont les premiers utilisateurs et sans doute ceux qui doivent avoir connaissances, recommandations et choix dans les solutions qu'ils veulent mettre à disposition de leur classe. Et donc nous, on pousse beaucoup, on espère que tout ça va arriver rapidement. Mais pour ce compte-ressource, donc cette capacité pour les enseignants de choisir avec une somme suffisamment importante pour que vous ayez, vous, enseignants, le choix dans différentes ressources, parce que Knowledge en est une, on a aussi des ressources qui sont vraiment sur l'apprentissage de lecture, l'apprentissage des mathématiques, etc., j'en ai parlé. Et que ce soit surtout un engagement financier qui soit pérenne, c'est-à-dire que vous n'ayez, encore une fois, vous enseignants, je pense qu'il y en a dans cette salle, une capacité à vous projeter au-delà d'une année. Nous, entreprises, on a évidemment aussi besoin de se projeter dans un moyen terme qui dépasse l'annualité budgétaire. Mais vous, évidemment, et c'est malheureusement souvent pas suffisamment le cas pour vous, voilà, besoin de vous projeter. Donc on a demandé ça, c'est vraiment un combat important. Et c'est un outil, c'est une clé de notre capacité collective à vous mettre, au service de l'éducation, au service de la communauté éducative, les meilleurs outils français, je le rappelle, à votre disposition pour la performance éducative, l'accompagnement de vos élèves. Merci Oriane, merci beaucoup. Alors, il nous reste quelques minutes pour des questions. On en a déjà une. Je te laisse. J'y vais ? Let's go. On vous écoute. J'ai 3 questions. Je suis chimiste. Est-ce que Knowledge peut régler les problèmes ? Parce que visiblement, le matheux, ça ne marche pas. Donc, est-ce que la chimie est reconnue avec Knowledge ? Alors, pardonnez-moi. Donc, la chimie. La chimie. Les molécules, etc., les formules, est-ce que ça marche ? Alors, oui, ça fonctionne sur certains types de contenus, mais effectivement, reconnaître les formules chimiques, c'est pas forcément là où la technologie est la plus performante sur notre solution. Ok. Deuxième question, est-ce que Knowledge peut générer des contenus pour évaluer les élèves ? Absolument. Voilà. On génère des quiz qui sont formatifs, mais aussi des quiz sommatifs qui vont permettre d'évaluer l'apprenant et avoir une note à la fin. Et est-ce que ça peut générer des PowerPoint ? Pas encore, mais bientôt. Alors, on me dit qu'on doit quitter la salle. Je vous laisse moi, c'est au niveau du glossaire. Oui. Les définitions, c'est pris dans ce que vous donnez ou ça va chercher ailleurs ? Au niveau du glossaire. Hein. Au niveau du glossaire, les définitions sont récupérées à partir du contenu source à 90%. On peut éventuellement aller récupérer sur d'autres bases de données lorsque c'est nécessaire. Mais à 90%... Donc il y a 10%, on ne sait pas... Ça peut être Wikipédia ou des bases de données qui sont réglementées. Mais est-ce que c'est sourcé après ces 10 ? Est-ce que c'est sourcé, c'est-à-dire les 10%, il a été les chercher dans tel ou tel site ? Alors aujourd'hui, non. D'accord. Mais on peut programmer les sources. Oui. Ah ben justement, je voulais demander si on pouvait donner la possibilité à Knowledge de lui donner une liste de sites où il doit aller chercher pour faire un cours. C'est quelque chose qu'on peut totalement faire au niveau de la... J'avais une autre question. S'il vous plaît, oui. si vous avez des questions sur le produit, excusez-moi, comme nous devons quitter la salle, on vous invite à nous rejoindre sur notre stand et on répondra à l'ensemble de vos questions, dans le détail. En tous les cas, merci. Merci à Educatech aussi de la qualité des visiteurs. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.